Vous l'attendez tous. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir le seul et l'unique John McLaughlin. Bonsoir John. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir. Alors, faut bien parler dans le micro bien fort. Ouais. Bonsoir. Tout va bien. Tout va bien? Eh ben, voici le temps de lancer le générique de l'émission Noobs Live, l'émission pop culture qui ne se prend pas la tête, c'est maintenant. Alors, on va faire un petit historique, pas trop pointu non plus, parce qu'on est les noobs et que les noobs aiment bien apprendre, mais sans trop se prendre la tête. Alors, enfant en Angleterre, tu as écouté beaucoup de musique classique, de blues, de flamenco, de musique indienne et de jazz grâce à tes frères qui étaient plus âgés. Tu as appris la guitare en autodidacte en essayant de jouer sur les disques que tu écoutais. Puis tu as commencé par jouer dans différents groupes de R&B. Alors R&B, c'était rhythm and blues à l'époque, évidemment. À 18 ans, tu côtoies John Paul Jones, à qui tu enseignes l'harmonie jazz. Tu montres des plans de guitare à Jimmy Page. Les deux formeront un petit groupe après qui s'appelle Led Zeppelin. Musicien de studio, tu as enregistré pour des petits jeunes de l'époque. On est en 1964. Est-ce qu'on a un extrait, Fred? Oui? On balance l'extrait. Attention, l'extrait arrive. Tu as évidemment, en parlant de Rolling Stone, tu as aussi côtoyé les Beatles. Et là vient ma première question. Est-ce que c'est à cette époque que tu as rencontré George Martin, avec qui tu feras un album 10 ans plus tard? Oui. Tu parles de l'époque 66, 75-67. Voilà. Au moment où j'étais un requin de studio, à l'époque, la musique de pop s'explosait en Angleterre. Il y avait Carnaby Street, The Beatles, The Stones, Jerry and the Pacemakers, and all of that. Et puis, George Martin, il était un producteur de EMI, à Abbey Road. Eh oui, tout à fait. Donc, évidemment, l'un des albums des Beatles, l'un des plus grands albums d'ailleurs. Et George, mais il produisait davantage d'autres groupes. Et il y avait un groupe, surtout, c'était un duo, Peter and Gordon. D'accord. Et pour tous leurs enregistrements, il m'appelait. Ah, ben ça c'est cool. Et donc c'est comme ça que vous avez fait connaissance? Je l'ai connu comme ça, et puis au fur et à mesure... Vous avez continué, etc. Oui. Alors on continue. À la fin des années 60, tu quittes l'Angleterre pour habiter les États-Unis. Tu jammes toute une nuit avec Jimi Hendrix, monsieur. Mais surtout, tu rencontres et tu joues avec Miles Davis. On a un petit extrait, il me semble. Alors, ce sont des petits extraits parce que sinon, on est coupé sur Facebook. C'est des tout petits extraits. C'était un peu trop petit. Donc, d'ailleurs, Miles Davis, c'est lui qui te dit qu'il est temps que tu formes ton premier groupe. Et donc, en 1970, tu lances le groupe Mahavishnu Orchestra. Petit extrait. Petit extrait encore, évidemment. Siri me parle dans mon oreillette. Siri, arrête s'il te plaît 2 secondes. Oui, tu peux poser une question à John. Oui, Siri, vas-y, pose ta question à John. John, comment t'es venu ce nom, Mahavishnu? John, il est quand même terrible. Hein. Enfin, John, non, Siri. C'est Siri. Oui, mais c'est Siri qui voulait se déguiser en Michael. Non, j'adore Michael. Je sais, c'est pour ça. J'ai eu ce nom, Mahavishnu, au moment où je suis devenu un disciple d'un gourou indien qui habitait à New York. Je l'ai rencontré en 70 et puis pendant 5 ans, j'ai fait des études de méditation avec lui. Et, oui. Et puis en 71, il m'a accordé ce nom, Mahavishnu. Mahavishnu, ça veut dire en anglais ou en français grand Vishnu. Maha, ça fait grand. Comme Mahatma Gandhi, Mahatma Great. Ça veut dire grand. Grande âme Gandhi. Ok. Maha, Vishnu. Vishnu, c'est l'un des dieux du panthéon hindou. Il y a Brahma, Vishnu, Shiva. Et grand, c'était par rapport à ta taille?
Non, C'est une petite blague. ventre. Ah, pardon. On enchaîne. Nous sommes donc au début des années 70 et c'est vrai que pour les gens qui n'ont vécu cette période qu'à travers la musique et qu'à travers les films, on a l'impression que les drogues faisaient partie intégrante d'une sorte de spiritualité globale. D'où ma question suivante. Est-ce que c'est avec Mahavishnu Orchestra que tu as eu tes premières expériences spirituelles? Alors, tu viens un peu de nous répondre justement avec le gourou. Mais c'est quoi une expérience spirituelle? C'est pour ça que c'est Petite question. c'est une question un petit peu, oui. En fait, c'est là que tu as pris conscience de ton corps, de ton esprit, du fait qu'il fallait alimenter le corps autant que l'esprit. Non, non, parce que le mot spirituel, c'est tellement ambigu. D'ailleurs, je ne suis pas un fan de ce mot spirituel. Ça veut dire quoi au juste? Parce qu'on est tous, chaque être le conduit de l'esprit, le grand esprit. On l'ignore ou on l'accepte. C'est ça. Et Souvent, on l'ignore en fait. On le cultive. Donc, tout le processus de méditation, c'est de la cultivation de ce conduit de l'esprit. Mais spirituel, on est tous spirituels. Chaque être est spirituel. Mais tu as pris conscience de ça quand tu étais avec Mahavishnu Orchestra, du moins ça s'est Non, ça a démarré bien avant, mais dans notre autre contexte, disons, expérience spirituelle, non, c'était pas une expérience spirituelle parce que qu'est-ce que c'est une expérience spirituelle? Je ne sais même pas répondre. C'est-à-dire faire la méditation, par exemple. Mais non, bien avant, parce que surtout en 66, 67, où on se tapait le LSD, et ce sont ça révèle d'autres niveaux de conscience. Parce que à la fin, il n'y a que ça que nous avons, que nous ayons. C'est-à-dire les niveaux différents de conscience. Parce que quand on change de niveau de conscience, on perçoit la vie différemment et les choses différentes qui, par avant, n'existaient pas. Et donc tu veux dire que c'est par rapport aux années... C'est à cause de ça. À cause du LSD alors. Au bout d'un an de ça, je me suis bien rendu compte que si je voulais changer mon niveau de conscience, il fallait juste arrêter et commencer à pratiquer d'autres manières de changer le niveau de conscience. Par exemple, la méditation ou le yoga. La méditation, voilà, donc j'ai démarré en 66. 68. D'accord. Ces deux chemins. Alors on revient, John, sur toi. Et donc on était en 70. Donc là maintenant on est en 72. Tu fais un album avec Carlos Santana qui s'appelle Love, Devotion, Surrender. En 1975, alors je fais vite hein, évidemment. En 1975, tu formes avec Zakir Hussain le groupe Shakti. Est-ce qu'on a un extrait, Fred? Oui, tu me confirmes? On lance l'extrait. Il y a du monde ce soir ou pas? Avec Shakti, tu fais musicalement le lien entre l'Est et l'Ouest, d'où ma quatrième question. Est-ce que ton parcours spirituel, dans ton parcours spirituel, c'était une évidence de partir et de faire de la musique, justement, la musique indienne? Je ne sais pas si on dit de la musique indienne. Est-ce que c'était naturel, si tu veux? Il y a plusieurs éléments qui nous lient les musiciens de jazz et les musiciens de l'Inde. Le premier élément primordial, c'est l'improvisation dans le rythme. Parce que nous, on partage exactement les mêmes. Bon, il y a les disciplines différentes, mais fondamentalement, l'improvisation est spontanée. On partage ça. Et nous, j'étais pas le premier, évidemment, parce qu'il y avait déjà, au début des années 60, Coltrane, qui s'intéressait beaucoup dans la musique indienne. D'ailleurs, son fils, Ravi Coltrane, était nommé après son association avec le grand Pandit Ravi Shankar, Ravi Coltrane. Donc, en plus, à l'époque, à la fin des années 50, Miles Davis, il a conceptualisé ce nouveau jazz qui s'appelait modal, le jazz modal, qui utilisait davantage les modes, et un peu comme les ragas en Inde. Bon, ça c'est une chose. Deuxième, c'est que
la musique indienne intègre tous les aspects de l'être humain depuis des millénaires. C'est-à-dire pour du plus capricieuse jusqu'au plus profond et sublime. Et puis cet aspect dont tu dis le mot spirituel, c'était montré pour la plupart dans les messes classiques par les grands compositeurs 17e, 18e, 19e. Mais en 65, heureusement, le grand John Coltrane, que je viens de citer, lui, c'était un homme qui poursuivait la lumière et le développement de son esprit, a enregistré un disque qui s'appelle A Love Supreme, un amour suprême, qui était devenu un cult album, et c'était très important parce que pour la première fois dans la musique du Ouest, surtout dans le jazz spécifiquement, l'aspect, disons, spirituel a été intégré profondément et complètement dans la musique du jazz, dans un aspect improviste, spontané, qui était un énorme effet sur moi. Donc ces deux éléments ont fait que... déjà dans les années 60, c'est pas juste les Beatles qui cherchaient avec comme il s'appelle, le gourou. Mais on avait des questions existentielles on avait du mal à trouver les réponses dans l'Ouest. Donc l'Est était là pour... On est parti en masse vers l'Est en général et l'Inde en particulier. Donc voilà les deux éléments voilà le pourquoi du chacun. Qui nous ont ramenés. Donc on revient sur toi. Donc on est dans les années 80. En 1980, le trio John McLaughlin, Paco de Lucia et Al Di Meola. Un petit extrait pour se rappeler. Et voilà un petit extrait évidemment. Hein. D'où me vient ma question suivante. Est-ce que dans la musique, dans le flamenco, donc moi j'essaie de tourner toujours autour du terme spirituel, on va dire, mais on va dire de l'esprit, voilà. Toute la musique est spirituelle. Est-ce que justement dans le flamenco, on peut faire du flamenco et faire de la méditation? C'était ma question. Question stupide, hein, non, mais comme d'autres. La méditation peut se faire en baladant. En marchant, tu veux dire? Non, il ne faut pas être forcément assis arrêté dans une position de lotus avec... Comme ça, la méditation, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, ça peut se pratiquer n'importe où, avec n'importe quel n'importe quand. Alors, est-ce que tu peux nous donner les points, justement, tu nous parlais tout à l'heure de la musique, du jazz et de la musique d'Inde. Est-ce que dans le flamenco, justement, tu as retrouvé ces aspects aussi d'improvisation? Oui. Mais c'est différent parce qu'il y a les falsettas dont les guitaristes flamenco emploient. Les falsettas, c'est un passage qui conforme à la progression, à la séquence du morceau, mais ils ont un vocabulaire assez énorme de falsettas qui peuvent employer à n'importe quel moment. Mais je dois rentrer dans le passé, parce que le flamenco, c'est très, très cher à moi. Eh oui, tu as commencé par le flamenco. Tu as commencé en écoutant du flamenco quand tu étais tout Exactement. Donc, à 14 ans, j'ai découvert le flamenco et je voulais devenir guitariste de flamenco. Eh oui, tout à fait. Tellement ça m'a frappé. Mais là, dans le petit village où j'habitais, ils n'ont jamais entendu du mot. C'est quoi le flamenco? Flamenco? Flamenco, c'est quoi? Eh bien, mais j'avais heureusement un de mes frères qui était à l'université de Manchester. Donc, et là, à côté de là où il habitait, dans un pub anglais, il y avait à la fin de chaque mois, le vendredi, le dernier vendredi du mois, un vrai guitariste flamenco. Donc tu allais le voir. Quitté l'école. Tu séchais l'école alors. À la fin de chaque mois. Oui, j'ai eu des gros ennuis à cause de ça, mais je m'en fichais pas mal. Donc je faisais autostop jusqu'à Manchester. Ah oui, à 14 ans.
Ah oui, quand même. Hein. Et mon frère, je restais avec lui, et puis il m'a amené dans le pub. On avait le droit d'aller à 14 ans, on est... Oui, c'était un peu truqué, mais, Ah oui, d'accord. mais ça va, je balançais sur les points. Mais de voir les vrais musiciens comme ça, Ça t'a encore plus... c'était absolument formidable. Donc, le flamenco est resté et reste toujours La musique. extrêmement proche à moi. Fier. Ouais. Parce qu'il y a la passion. Et ça, c'est un élément dans le jazz, mais dans toute musique, parce que c'est une expression de l'être, n'est-ce pas? Tout à fait. Des relations qu'on a avec soi-même, des relations qu'on a avec nos L'autre. collègues, avec le monde, et même, si tu veux extrapoler jusqu'à la Au-delà. relation- Exactement. Mais sans la passion, la musique, la musique n'existe pas. devient un peu commercial. fade. Devient de la musique commerciale, ce qu'on écoute à la radio. Voilà. Un peu comme les hamburgers Pareil. dans la cuisine. Ou comme le Coca Light par rapport à du whisky de 25 ans d'âge. Oui, on me dit que le whisky japonais, c'est... Ah, oui. Ah, oui, bon, oui. C'est vrai qu'il a pris japonais, il aurait pu prendre irlandais. Bon. Mais la pub est belle, quand même. Oui, c'est vrai. Donc on passe à la fin des années 80 avec The Trio, puis Free Spirits avec Dennis Chambers, The Guitar Trio, The Heart of Things, et on arrive en 1999 avec de nouveau Remember Shakti. Un petit extrait. Oui. Alors je suis désolé, je suis toujours obligé de couper, mais c'est parce que sinon Facebook nous censure. C'est pour ça qu'on malheureusement on ne peut pas mettre des extraits plus longs. John, Oui. tu as joué, il me semble, devant le Dalai Lama. Et je voulais savoir si, avec Remember Shakti, de mémoire, Non, c'était pas avec Remember Shakti. C'était juste Zakir Hussein. et juste moi. Zakir et toi, d'accord. Oui. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de cette rencontre? Est-ce que c'est une rencontre qui a changé ta vie ou finalement c'est un... Non, mais en revenant à Siddhartha, même dans les années 60, je me suis rendu compte que le bouddhisme, c'est pas vraiment une religion. C'est-à-dire que les religions, c'est un dogme, Oui, n'est-ce pas? normalement les religions sont un dogme. Il faut approprier, alors que il n'y en a pas dans le bouddhisme, qui est formidable. Et évidemment, ce monsieur, le Dalai Lama, c'est une grande inspiration. C'est un vrai homme. Il parle directement Vivant. de son cœur. Et donc, lorsqu'on était invités, comme je disais, j'étais avec Zakir. Zakir. Donc, avec tous les deux, on nous a demandé de chauffer l'audience Avant le discours. pendant 20 minutes avant son discours. D'accord. Donc, j'étais ravi, et Zakir aussi. Donc, on a joué, c'était dans une salle de sport à Anvers, en Belgique, D'accord. 12 000 personnes. Petite audience. On a joué un peu calme au début, mais au fur et à mesure, On a chauffé l'audience. on a chauffé, on s'est chauffé aussi. Et puis, donc, on a quitté la scène, et puis on a vu le Dalai Lama qui arrivait sur Oui, presque. le tapis rouge, entouré de 3 niveaux de sécurité. D'abord, la sécurité de la salle, la sécurité de la société bouddhiste qu'il avait invitée et sa société personnelle. l'équivalent de la FBI en Belgique. Avec les trucs... Talkie-walkie, etc. Avec les trucs là, les pistolets dans la veste. Et puis, il est arrivé comme ça, et nous, Zach et moi, on était comme ça. Et puis, il a dit, « Oh, vous êtes là !» Et puis, donc, au lieu d'aller sur la scène, il est venu vers nous. D'accord, Pour nous pour vous parler. Et puis, donc, ça a créé un petit Scandale. scandale parce que le Dalai Lama, il parlait dans le microphone. Mais lui, il était complètement à part de tout ça. Il est venu là pour nous remercier. D'ailleurs, il nous a bénis
Mais il est resté 4 ou 5 minutes juste pour D'accord, nous juste parler. pour discuter avec vous. On était Donc c'était... tellement touchés, Tu m'étonnes. c'était absolument extraordinaire. Mais juste une dernière petite anecdote qui est plutôt familiale, parce que nous, après, on est allé et mon fils, qui avait 9 ans à l'époque, Loki? oui, on s'était assis et puis le Dalai Lama est arrivé pour parler. Donc, d'abord, la première truc qu'il a dit, c'est formidable. Il a dit, people say, je le dis en anglais, tu peux le traduire si tu veux. Je vais essayer. People say, Dadra. les gens disent que ma religion est bouddhisme. Ils ont tort. Ma religion, c'est le bonheur. Et déjà, d'office, tout est clair, tout est lucide. Mais je dois dire que j'étais étonné de voir mon fils À 9 ans. cloué sur le Dalai Lama pendant 1 heure. Il n'a pas bougé pour un gosse de 9 ans. Ouais. Donc, mais ça, il a une allure, il a une espèce de magnétisme tout à fait spontané et naturel. Et visible. C'est un vrai monsieur. Et si tu pouvais nous parler juste, en parlant de ça, il me semble que tu as joué aussi pour l'ancien président Barack Obama. Dans le Jazz Day, l'année dernière. Voilà. Oui. Et est-ce que justement, en termes, tu parlais de... On ne peut pas comparer le Dalai Lama et Non, il se parle de Dalai Lama, non, pas vraiment. Non, mais ceci dit, Mais c'est un grand monsieur. En termes de, voilà, de C'est personnalité... Et lui et sa femme Michel, quel couple. Quel couple. Parce que là, après c'était le Jazz Day, le UN Jazz Day, c'est le 30 avril chaque année. Donc, il y avait quand même une trentaine de musiciens, artistes à la Maison Blanche. Et après, ils sont venus tous les deux nous embrasser. Surtout Michel. Elle a embrassé tous les musiciens, tous les artistes. Et, Ah oui, c'est une coquine, on m'a dit. Hein. Et président Obama, il a serré la main, il nous a remercié mais très chaleureusement. Mais quel couple, quelle chambre par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Ah oui, c'est sûr que il y a un vrai changement là. On a sauté les années 90, on est en 2000, on est même en 2006 et tu formes le groupe The Fourth Dimension, d'où le t-shirt que nous portons ce soir. Hein. Vous pouvez voir le t-shirt, regardez qu'il est beau. Merci. Merci. Et nous avons un petit extrait du groupe, non pas du groupe de 2006, hein, mais du groupe avec Ranjit. Donc du groupe, c'est un extrait de 2016, dans l'année dernière. Et voilà. Ah oui, hein, ça, non, là, si vous n'avez pas encore vu The Fourth Dimension, il faut vous précipiter sur les DVD, vous précipiter en live évidemment, parce que c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous parler des projets que tu as actuellement? Parce que tu fais toujours 50 projets en même temps. Donc, il me semble... Pas 50. À ma tendre âge, pas 50. 49. Non, il me semble que tu es en pleine écriture. Le problème avec Shakti, ou plutôt Remember Shakti, c'est connu, mais pour moi c'est toujours Shakti, c'est juste deuxième génération. Que nous avons perdu le grand Srinivas il y a 2 ans et demi. Le jeune mandoliniste qu'on a vu, tout à fait, qui est extraordinaire. Et entendu tout à l'heure. Et ça nous a tellement bafoués, parce que quand même, on avait passé 14 ans ensemble. Et donc, pour le moment, Remember Shakti, ça flotte dans les cieux. Et Dieu sait si on va revenir sur Terre avec un remplacement. Remplacement, c'est bon, il y a des très beaux DVD, en tout cas. Tout à fait. Donc, Shakti, j'espère un jour rejouer. Parce que quand même, c'est un groupe tellement proche à mon cœur. Depuis 73, ça a démarré. Ça fait très longtemps, 73, 83, 93, 2003, 40 ans, 42 ans. 44 ans. 44 ans, oui. C'est beaucoup. Mon âge. Donc ça fait une grande partie de ma vie personnelle et musicale. Mais depuis
Bon, vous avez vu tout à l'heure le chanteur Oui, dans le groupe, oui, tout à fait. qui dit Remember Shakti, Shankar Mahadevan, qui est un chanteur absolument extraordinaire. Et puis, depuis quelques années, on prépare un projet qui est une nouvelle direction, complètement nouvelle direction de la rencontre Est-Ouest, D'accord. qui n'est pas Shakti, c'est now for something completely different. Ah, Comme il dit en Monty Python. Donc, c'est pas encore sorti. On a créé la musique. Il faut le mixer. On va le faire pendant l'été ou 2017. peut-être la fin d'été. d'accord. Qui va sortir à la fin de l'année. D'accord. Donc là, il y a ça, c'est un des projets chauds. C'est quelque chose dont on a travaillé beaucoup, tous les deux. Il y a d'autres musiciens il y a Ranjit par exemple qui. Pour le moment, Non. non, Pour il n'y l'instant, a, c'est il y a que- pas de batterie. Ah, d'accord. C'est voix et Voix et moi j'ai guitare. fait les orchestrations et on fait les improvisations à l'intérieur. D'accord. Avec non, c'est difficile à expliquer. Bon, ben, il Mais faut. c'est trop beau. Ben, c'est- on va attendre la fin de l'année. C'est absolument. Et avec The Fourth Dimension, parce que tu viens de finir une tournée. Fourth Dimension, on a fait une petite tournée. D'ailleurs, on a terminé à Londres, à Ronnie Scott's Club, là où j'ai passé beaucoup de d'années. temps, dans les années 60, avant de partir Aux États-Unis. d'abord en Belgique et puis après en Amérique. Et puis, c'était un choix pour moi, parce que Ronnie Scott, il m'a tellement aidé. D'ailleurs, il était très important dans l'acte de partir, Aux États-Unis. d'arriver, d'avoir le visa pour aller aux États-Unis. Il a bien joué là-dedans. Donc, on a fait 2 soirées à Ronnie Scott et on a enregistré. D'ailleurs, ce week-end, on va commencer le mixage. Mixage. Donc, on va Mhm. avoir un nouveau CD dans un monde Ça, c'est où il n'y a bien. plus d'industrie de disques. Oui, mais Voilà. bon, ben, Et- on en fera la pub en tout cas. La vieille école, c'est comme ça. Alors, je me retourne vers Monsieur Vroom. Alors, est-ce qu'il y a un cadreur? Là, voilà. Vroom, est-ce que tu veux prendre la parole? Alors, attends. Donc, on a plusieurs questions pour John, mais comme l'émission elle est Était un peu longue. la question principale que me demande une personne, c'est quelle a été la personne avec qui vous avez joué, qui vous a le plus marqué? Alors, ça, c'est une question. Il faut prendre le temps de répondre. Oui, la personnalité, c'est difficile parce qu'il y a plus qu'une. Ouais. Miles Davis, d'abord. Paco de Lucia. Si. Je dirais de faire le jam avec Jimi Hendrix. Ah oui, C'était évidemment. Incroyable. quelque chose. Il y a un son qui tourne, je dis pour les internautes. Je sais que John, tu n'aimes pas trop parce qu'il y a un enregistrement de 30 minutes et je sais que Non. tu n'étais pas super en forme. Mais ceci dit, je l'ai écouté. Quoi? Non, non, vous étiez un petit peu. Vous avez joué pendant 6 heures. C'est ça, tu m'as dit. Culotté, quoi? Non. Non, c'était pas en forme. Je suis toujours en forme. Non, et c'est vrai que tu n'aimes pas. Mais il y a quelque chose qui tourne et je vous conseille d'écouter, c'est quand même C'est- incroyable. C'était un contexte en audio. Oui. Très difficile. Oui. Difficile. Mais peu importe, c'est pas ça la question. Non. Mais c'était l'impact que les personnages ont eu sur moi. Oui, bien sûr. Ça, c'est toi. Et je dirais aussi quand même la grande Ravi Shankar, avec laquelle j'ai eu la chance de faire les études de la musique indienne. Donc, il y a au moins 4. Mais Non, mais qui vous ont marqué, pas. en ordre chronologique ou préférentiel. Alors, tu prends comme tu veux. D'accord. Et la deuxième question, Alors, c'est quelque chose qui nous a étonné et bon, c'est un peu revenu. C'est vous êtes venu sans guitare. Comment? Vous êtes venu ce soir sans guitare. eh oui. Et c'est quelque chose, voilà, ça a été. Parce qu'on voulait parler. Voilà. Enfin, le but c'était aussi de parler de ton parcours spirituel. Je sais que le mot n'est pas approprié, et c'était aussi pour parler de ton parcours parce que c'est un parcours incroyable. Donc c'était pas Oui. pour venir faire de la musique, mais c'est c'était vrai. vraiment pour discuter J'ai et eu- on voit le parcours. Non, j'ai eu énormément de chance. Énormément de chance d'être aux bonnes places au bon moment. C'est quand même. C'est bien au-delà de ma compréhension.
c'est la chance, c'est le karma, c'est le destin. Mais c'est que des mots, n'est-ce pas? Ouais, c'est la classe. C'est que des mots. C'est la classe comme vous jouez aussi. C'est quand même. Oui, non, mais quand monstrueux. même. Non, Ah mais oui. enfin, pour moi, moi je suis le plus chanceux C'est vrai. de tout le monde. Alors, nous, on a. Alors, c'est vrai qu'on peut retrouver sur le site de johnmclaughlin.com, vous verrez toute sa discographie. Il y a quasiment une cinquantaine d'albums avec les DVD, notamment des DVD d'apprentissage de l'improvisation, du rythme justement d'Inde, qui est incroyable, qui se vend déjà toujours très bien. Donc non, c'est vrai que, en tout cas, je vous conseille d'aller sur le site et vous tapez John McLaughlin sur YouTube et vous verrez des heures et des heures de concerts, tous plus incroyables les uns que les autres. Tous piratés. Tous piratés. Donc c'est pour ça qu'on passe d'abord par johnmclaughlin.com. Vous atterrirez sur mediastars.com, sur le site de vente de John, et ensuite vous irez C'est voir. trop gentil. Et vous irez voir évidemment sur YouTube s'il vous reste encore un peu de temps. Avant de lancer le jingle de fin de l'émission, il y avait deux fans qui t'ont posté des petites vidéos qu'on va voir ensemble. Your life and work have been absolutely essential to my development as a musician and a human being. Thank you, John. On l'applaudit. Et là, ça va être en italien maintenant. Grazie di cuore per la tua musica, Mahavishnu, dal 1971 sempre con me, da Roma. Et voilà. Donc on peut les applaudir. Hein. Ils ont fait l'effort d'envoyer des vidéos spécialement pour l'émission. Est-ce que John, tu veux rajouter quelque chose, justement, peut-être sur la tournée qui va débuter aussi avec Jimmy au mois d'octobre, je crois? Octobre-novembre. Ouais. Aux États-Unis? Oui, je fais quand même. Non, parce que j'ai passé 14 ans de ma vie en Amérique. Et Amérique m'a accueilli d'une manière absolument royale. Dès le début, dès 69, c'était incroyable. Et avec Miles Davis, Tony Williams, tous les gens dont je parlais tout à l'heure. Mais quand j'ai formé le groupe Mahavishnu Orchestra, c'était un phénomène absolument inattendu dans le sens que c'était accueilli avec un enthousiasme absolument Incroyable. hors commun. J'étais vraiment choqué à la manière dont ça a été accueilli. Et depuis, ça fait quand même 40 quelques années, il y a toujours Des jeunes. Ouais. les gens qui m'écrivent et il y a toujours les qui demandent est-ce que tu vas quand même faire un peu de Mahavishnu quand même Tu en as fait Et de puis, temps en temps. Tu as fait. Donc, je fais en fait une tournée d'adieu aux États-Unis, mais pour les remercier parce que j'ai une dette absolument impayable à l'Amérique. C'est vrai, parce que qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Ouais. Je vais faire une tournée avec la musique de Mahavishnu pour faire mes adieux. Donc, c'est pour les remercier avec cette musique qui est tellement proche à eux. Et évidemment, ça fait partie de ma vie Exactement. personnelle. De la vie de beaucoup de gens, hein, de toute façon. Hein. Musicale et spirituelle, si tu veux. Alors je crois que depuis hier, justement, il y a des dates sur la page Facebook, on peut voir. Il y a des dates de concerts qui commencent à être ouvertes. Alors évidemment, il faut aller vite. Juste ajouter, parce que j'ai fait avec un autre groupe. Dans les années 70, je faisais les tournées aux États-Unis avec le grand guitariste Jeff Beck, qui est l'un de mes préférés dans le monde. Jeff, c'est le guitariste pour moi. Et puis, Qui dit la même chose de toi d'ailleurs. Hein. Qui dit la même chose de toi. Oui, oui, on se paye. Oui, oui, oui. Mais c'est dans les tournées, les concerts se suivaient. Donc, un groupe jouait, un deuxième groupe jouait, et à la fin, le grand jam session avec tout le monde. 2 bassistes, 2 batteurs, 2 claviers, 2 guitaristes. C'était des quartets. Donc, je fais ça aussi dans cette tournée, mais pas avec Jeff, que j'ai vu derrière il n'y a pas longtemps. Mais lui, il a ses projets. J'ai invité un jeune guitariste, jeune. Il a 50 ans. Il est jeune. Jimmy Herring, qui est un guitariste américain
inconnu complètement en Europe, mais qui est vraiment mais ça joue, hein. formidable. C'est incroyable. En plus, c'est l'un des plus grands fans de la musique de Mahavishnu. D'ailleurs, il a fait un enregistrement d'une de mes compositions. En plus, il a joué un solo. Je l'ai entendu. Je dis, merde, pourquoi j'ai pas joué ça comme ça? C'était trop beau. C'était phénoménal. Il jouait qu'une Fender, j'ai vu. Ouais, ça Absolument sonne, hein. extraordinaire. Donc lui, il est fou de joie de faire cette combinaison. On va faire exactement la même chose. 7, 45 minutes, 45 minutes. Donc Force Dimension, Et son allez, groupe, on va faire Jam Session. les deux groupes. C'est la pêche. Super. On applaudit John McLaughlin, s'il vous plaît, un peu plus fort là. Hein.